Voilà, merci donc alors cet téléspectateur d'Astar TV, merci en tout cas de nous suivre sur l'émission que vous connaissez, en tout cas l'émission première. Alors, aujourd'hui, nous sommes en tout cas à la rencontre d'un grand fils de Kolda, un dit fils du Fouladou, que nous allons en tout cas échanger par rapport à notre premier contact. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, si vous nous disiez en tout cas un peu de votre cursus, qui est en tout cas Amadou Diallo de Kolda. Donc Amadou Diallo, je vais dire Amadou Diallo de Mampatim. Donc je suis de Mampatim. Je suis né et grandi à Mampatim et j'ai fait mes études à Mampatim de l'école primaire, le collège à Dabo. Puis j'ai fait mon lycée à Kolda, lycée Afamolo Baldé, où j'ai eu mon bac en 2001. Donc 2001, après j'ai eu une bourse pour aller étudier au Maroc. Donc j'ai fait mes études au Maroc pour avoir un diplôme de technicien supérieur, option lieutenant de bateau, quoi. Donc pour la conduite des bateaux. Après ça, je suis revenu au Sénégal. J'ai travaillé dans les bateaux en tant que second commandant, dans les bateaux de pêche. Et puis de là-bas, j'ai arrêté, je suis allé à l'université de Dakar pour faire un master en pêche et aquaculture. Et de là-bas, j'ai fait une année et j'ai eu la bourse pour aller en Chine. Donc je suis parti en Chine, j'ai fait une année de langue chinoise. Après j'ai fait mes 3 ans de master en aquaculture. Donc en faisant le master en aquaculture, donc, vu que la Chine c'est un pays où tout le monde y va et que je comprenne la langue chinoise, j'ai commencé à faire le business en tant qu'étudiant. Donc j'étais dans les affaires avec les étrangers qui venaient en Chine. Donc là, étant donné que ma maman d'abord était commerçante, donc j'avais le commerce dans mon sang. Donc je travaillais un peu en part-time comme businessman lorsque je faisais mes études d'ingénieur en aquaculture. Donc ayant fini ça, en cette période j'étais le président aussi de l'association des étudiants sénégalais en Chine. Donc je pouvais bien continuer à demander la bourse au gouvernement pour faire le doctorat en aquaculture. Mais j'ai vu que, étant donné que je suis en train de faire le commerce, et j'ai le goût, donc je me suis réinscrit à mon université pour faire un master, un MBA en commerce international. Donc j'ai fait mon MBA en commerce international par mes propres moyens. Donc je me suis débrouillé, j'ai trouvé du travail chez des Chinois, j'ai travaillé, j'ai payé mes études. Et en même temps, j'ai fini mes études, donc j'ai ouvert mon entreprise là-bas. Alors, votre génération qui était en tout cas ferme en matière d'éducation, et vous vous êtes en tout cas forgé dans ces milieux de Kolda qui étaient très difficiles en matière d'éducation. Alors, quel a été en tout cas le secret que vous avez en tout cas à vous, parce qu'on a vu en tout cas toute votre génération, en tout cas vous vous êtes accroché par rapport aux études et vous êtes devenus des modèles. Alors, qu'est-ce qui était en tout cas le secret de ce groupe-là qui était autour de ça? Donc le secret, c'est, moi je crois, c'est juste l'endurance et le courage. Donc c'est ça, c'était dur et c'est toujours dur, mais il faut croire en soi. Donc il n'y a que ça qui paye. Donc quand il veut aller loin, il faut vraiment s'armer beaucoup de courage. Et savoir que quand il travaille, et Dieu paye, hein, il n'y a que le travail qui paye. Donc il n'y a pas de secret où que les gens avant étaient plus intelligents que les gens de maintenant. Non, c'est le courage et l'endurance. Les conditions avant étaient plus dures. Nous, lorsqu'on était enfants, donc je me rappelle quand j'étudiais au village à Mampatim, c'est quand ma maman faisait le petit déjeuner avec le feu de bois, c'est là-bas que je venais ouvrir mon cahier pour lire. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui on a terminé toutes ces études et puis on a eu à avoir du travail et peut-être même créer des entreprises. Donc il n'y a que le courage, l'endurance et croire en soi. Il n'y a que ça. Hein. Moi c'est ce que je crois. Donc le reste c'est avec Dieu, quoi. C'est Allah qui donne. Vous êtes effacé dans le monde des médias, vous êtes effacé en tout cas dans tout ce qui est en tout cas bruit de rassemblement, mais vous, en tout cas vous restez une pièce maîtresse pour le développement de Kolda. Alors, Amadou Diallo, qu'est-ce en tout cas vous réservez pour Kolda? Donc pour Kolda, donc, je suis de là-bas, je suis de Mampatim, donc je veux que Kolda soit comme Las Vegas. Oh. Je veux que Kolda soit comme Paris, mais c'est les gens de Kolda qui doivent rendre Kolda comme Paris. C'est un travail très long et un travail dur, mais chacun doit mettre une brique. Donc il faut qu'on vise. Moi je ne travaille pas pour aujourd'hui. Je travaille que demain, quand ma fille grandira, qu'elle trouve que Kolda vraiment c'est extraordinaire. Donc chacun doit penser comme ça. Nous devons travailler aujourd'hui pour les gens de demain. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que les gens de demain qu'ils viennent continuer le travail. Donc moi c'est ça. Donc pour Kolda, il faut que toutes les ressources humaines de Kolda se mobilisent chacun dans son côté et de ce qu'il peut faire
mettre une petite brique pour que nous bâtissons notre Kolda, que nous bâtissons notre Afrique, notre Sénégal. Et parce que c'est là qu'il reste maintenant à bâtir. Il y a l'Afrique qui reste, tous les autres continents, ils ont atteint presque la saturation. Donc c'est ici qu'il reste. Donc nous devons nous armer de courage et savoir que chez nous, qu'il reste à travailler. Donc c'est chez nous qu'il reste le travail, c'est ici qu'il faut travailler. Donc on essaie de... Moi je suis revenu. Donc j'étais en Chine, j'ai étudié là-bas, j'ai fini, j'ai ouvert mon entreprise là-bas. Mon entreprise est toujours existante là-bas, mais je suis revenu pour essayer de développer les choses ici, localement au Sénégal. Dans vos propos, on sent que vous ne parlez pas de politique, mais vous parlez un peu de développement et vous parlez de travail. Alors, est-ce que c'est la manière dont vous êtes forgé, c'est pour cela que vous parlez par rapport à ces deux leviers, en tout cas, qui portent en tout cas une société? Donc la politique, c'est très important dans une société. Parce que c'est eux qui définissent ce que nous allons faire. C'est ça. Mais ce n'est pas prendre la politique comme un métier. Ça, c'est un problème. La politique, les politiciens sont là et c'est eux qui définissent les politiques du gouvernement, les politiques de tout ce qui se passe. Mais nous devons nous armer de notre courage et de travailler. Sachant que la politique et le travail, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas un métier. Donc ça peut être un loisir pour certaines personnes. Donc si tu as un bon travail, tu as un bon truc, après si tu veux, tu peux aller faire la politique pour aider la société. Mais si tu veux faire la politique pour s'enrichir, donc moi je trouve que ce n'est pas un bon métier. Ouais. Vous avez montré en tout cas l'exemple des Sénégalais de l'extérieur. Vous êtes allé en tout cas apprendre au niveau de la Chine et vous êtes retourné au Sénégal pour investir. Alors qu'est-ce qui explique en tout cas ce retour au Sénégal, en tout cas pour s'implanter au niveau... Donc moi, pourquoi je suis revenu, c'est parce que je dois beaucoup à ce pays. Okay. Je dois beaucoup au Sénégal. Donc toutes mes études, même lorsque j'étais au lycée, j'avais une bourse. J'avais une bourse du conseil régional de Kolda lorsque j'étais au lycée, en 1999. Et j'ai toutes mes études à l'étranger, sauf mon dernier diplôme, c'est le Sénégal qui les a payés. Donc c'est mon pays, c'est ce pays qui m'a fait. Donc ce que je dois, c'est au moins rendre la monnaie à ce pays-là. Donc c'est pour cela, ayant eu cette expérience à l'étranger, et donc ayant eu quelques moyens aussi, je suis revenu pour essayer d'investir dans mon pays, travailler, savoir, tout en sachant que c'est possible, essayer d'inspirer certaines personnes et d'employer quelques personnes et faire ma participation dans le développement de ce pays. Alors, vous êtes au niveau central, hein, au niveau central, comme on peut le dire, ce n'est même pas en tout cas le niveau de Kolda, mais vous êtes au niveau central. Aujourd'hui, par rapport au développement, par rapport à l'employabilité des jeunes, alors, qu'est-ce que vous pensez quelle est la politique qu'on doit en tout cas adopter par rapport à ça? Donc, le plus important, c'est la formation. Donc, il faut la formation, il faut que les gens soient formés, il faut que les gens acceptent d'être formés aussi. Ça, c'est important, parce que l'État met des moyens dans des écoles et tout ça pour former les gens. Mais il faut que les gens aient l'ambition de se former et la patience de se former, de pouvoir après peut-être trouver du travail. Et aussi, l'État doit, comment on appelle ça, organiser les investisseurs, les faciliter pour que les gens puissent investir pour pouvoir prendre de la main-d'œuvre. Et aussi, cette main-d'œuvre doit être disponible et qualifiée. Donc c'est pour cela que je parle de la formation. Et aussi, l'État, sa part de contribution, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Nous n'avons que des institutions, on ne peut pas prendre tout le monde, on va les mettre où? Mais l'État doit organiser un environnement d'investissement qui est favorable pour permettre à des gens qui ont des moyens ou bien qui ont des relations d'amener des partenaires pour investir dans notre pays. Et notre pays aussi, ce qu'il doit donner d'autre, il y a la formation et les gens qui sont formés, on a la main-d'œuvre, il y a les investisseurs, quand on mélange ça, donc ça fait un bon cocktail qui permet le développement. On a vu en tout cas les politiques vous consulter, en tout cas dans la façon de réagir par rapport au développement. Vous n'êtes pas politique, mais en tout cas vous donnez votre grain de sel pour, en tout cas, dans la démarche de la faisabilité des politiques. Alors qu'est-ce qui explique cette collaboration avec ces politiques? Non, moi par exemple, ce que je trouve, c'est la politique, c'est pendant un temps. Par exemple, si nous sommes en train de lire quelqu'un, quand nous le lisons, il faut respecter, comment on appelle ça, le choix du peuple. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes dans un village ou dans une mairie. Nous élisons quelqu'un qui est vraiment, c'est des élections légales, correctes. Quelqu'un est élu pour 5 ans, pour 10 ans. Aidez ce monsieur-là à nous gouverner. Attendons le moment venu. Si nous ne trouvons pas un bon résultat, enlevons-le ou bien continuons la confiance. Il faut le renouveler, la confiance, en votant pour lui. Mais on élit quelqu'un. Dès demain, on se met derrière pour dire qu'il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Parce que
Par exemple, moi, toi, tu veux être candidat à la mairie, tu viens, moi, je t'aide, je vote pour toi ou bien j'organise contre tes listes. Après, demain, tu es maire, je t'amène ma petite soeur, il faut la prendre. Si tu ne la prends pas, je vais la garder avec toi. Je dis que non, le monsieur le maire, il ne m'a pas aidé. Mais tu vas mettre ma petite soeur où? Donc moi je trouve que quand la politique c'est pendant un moment, après la politique il y a le travail, même si elle est toujours là, mais même le travail et la politique c'est deux choses. Alors est-ce qu'il ne serait pas temps en tout cas de vous consulter ou même de vous faire venir à Kolda pour, en tout cas, pour le développement de Kolda? Parce que Kolda a été une région en tout cas qui patauge dans le monde. Moi je dis quand les gens disent Kolda patauge, mais c'est pas seulement Kolda. Okay. Oui. Il faut que c'est chez nous, c'est là-bas que nous connaissons. Mais moi j'ai fait un peu le Sénégal. Donc ce n'est pas seulement Kolda. Arrêtons de croire que nous sommes les derniers. Nous ne sommes pas les derniers. Hein? Moi, je ne sais pas qu'on dise que Kolda c'est les derniers. Non. Parce que c'est difficile partout. Mais il faut que nous sachions que nous ne sommes pas les derniers. Et même si les statistiques peut-être le disent, mais disons-nous que non, nous ne sommes pas les derniers et que c'est possible. Donc ça, moi, par exemple, dans mon village, j'ai organisé une ferme agricole, donc, où j'ai mis en contribution les femmes du village. Donc j'ai mis tous les moyens pour qu'elles puissent y travailler. Au lieu que j'aille au village de temps en temps, je prends 1000 francs, 2000 francs, je donne aux gens. Il vaut mieux trouver un environnement organisé. Par exemple, cette ferme, c'est 3 hectares qui sont clôturés avec 2 forages, avec 2 techniciens agricoles qui sont embauchés, et puis avec tout le nécessaire pour accompagner les femmes du village. Ils viennent faire le maraîchage, nous apportons tout le matériel, tous les intrants et l'eau, nous mettons tout à leur disponibilité. Même le labour, c'est nous qui le faisons. Maintenant, les femmes du village, l'année dernière, la saison dernière, je crois au moins, il y avait 100 ou bien 80 femmes du village qui ont eu à travailler là-bas. C'était notre première expérience. On avait eu des difficultés avec l'eau. On a commencé un peu tardivement le maraîchage, peut-être vers le mois de janvier, il faisait un peu chaud. On avait eu quelques difficultés, mais quand même, nous avons eu à organiser ça. Et les gens ont eu à récolter, les femmes ont eu à avoir un peu d'argent. Et moi, c'est ça, c'est cette partie-là que j'ai fait à Kolda. Donc, et je veux aussi que ce genre de projet se multiplie. Donc, soit moi ou bien une autre personne. Quand je le fais bien, peut-être une autre personne va copier et le faire dans son village. Donc, dans ce cas, nous pouvons d'abord nous nourrir. Donc, on a les légumes qu'il faut, au lieu d'attendre que les légumes quittent les zones des Niayes qui vont jusqu'à Kolda. Nous avons l'eau, nous avons la terre qui est fertile. Donc, l'agriculture, c'est vraiment un maillon très important de chez nous. Donc, nous devons nous y mettre. Les gens qui ont les moyens, qui mettent des trucs, et puis avec l'appui aussi de l'État, et peut-être des ONG, que ça soit quelque chose de réel. Pas juste faire des projets avec des écritures, après on finance et puis on ne sait même pas où est l'argent, mais se mettre du concret et qu'il y ait un suivi. Donc moi par exemple à ma ferme, il y a eu un suivi. Donc tout ce qui a été fait est écrit, noté toutes les semaines, je sais ce qui se passe là-bas, ce qui ne va pas, ce qui va, et on fait un bilan. Donc toute la production de l'année dernière qui est sortie à la ferme, je sais que c'est combien de kilos de chaque produit a été récolté. Et mon programme, c'était que, par exemple, les femmes, j'ai tout investi. Donc, je leur dis, vous versez que 10% de votre recette. 10%. Donc, 10% de leur recette, elles versaient. Et je les avais dit, OK, vous pouvez manger jusqu'à 25% ou 30% de votre production. Donc, il faut les récandier et tout ça là, c'est ça que les gens utilisaient pour faire leur repas. Et certaines personnes ont vendu, et ils ont eu, par exemple, de l'argent. Certains ont accepté de cotiser dans la caisse de 10%, certains n'ont pas accepté, mais nous avons fait un triage. Donc à la fin de la saison, nous avons fait un état des lieux, nous avons classifié les femmes de la première à la dernière, les groupes de femmes, savoir qui a fait quoi, qui n'a pas bien fait. On les a, après, à la fin, j'ai apporté des semences d'arachide, déjà décortiquées, que j'ai remis à ces femmes-là par rapport à leur comportement et leurs notes qui ont été faites correctement avec 5 personnes qui ont, parce qu'il y avait 5 techniciens dans la ferme, chacun a fait une note pour chaque groupe. On les a notés, on les a classifiés, nous les avons donné des semences d'arachide pour qu'elles aillent cultiver dans leur champ. Après, à la saison, au début du maraîchage, mois de novembre-décembre, qu'elles reviennent aussi pour rentrer dans la ferme. Donc c'est un projet pilote que j'ai fait à Mampatim et je suis ouvert peut-être à le faire ailleurs, dans d'autres communes. Donc, ou bien aussi s'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce genre de projet et ont besoin de partage d'expérience, ils peuvent venir chez moi, je leur dis comment j'ai programmé, comment je vais, je leur donne des idées, ils vont aller le faire. Donc, ça, alors, ouais. Vous êtes un modèle, en tout cas vous avez appris en tout cas, dans votre cursus scolaire dans des situations en tout cas, qui n'étaient pas adéquates en tout cas, pour un élève. Aujourd'hui, en tout cas, que la migration, que la migration frappe en tout cas notre pays à l'instant, les jeunes qui fuient leurs responsabilités. Alors vous, en tant que modèle, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Donc, le problème, c'est qu'il y a un problème
que je me dis toujours, c'est un problème de, désolé du mot, de manque de confiance en soi. C'est vrai que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Chez nous, c'est difficile, mais c'est chez nous. Hein. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est très difficile ici, mais ailleurs encore, maintenant, c'est devenu très dur. Donc, au lieu de prendre 2 millions, par exemple, quelqu'un il te dit j'ai besoin de 2 millions ou bien j'ai besoin de 1 million pour me débrouiller, passer par le Mali, passer par tout ça jusqu'à arriver en Europe et rester là-bas pendant 2 ans, 3 ans avant d'avoir les papiers. Donc, c'est 5 ans peut-être que quelqu'un perd dans sa vie. Donc 5 ans, quand tu le perds dans sa vie, tu ne vas jamais le rattraper. Et si par exemple, peut-être c'est 2 millions qui ont été investis, et ce temps qui a été investi, il a été bien investi ici au Sénégal, peut-être avant les 5 ans, cette personne aurait encore un autre 1 million ou 2 millions. Donc je trouve que c'est dur, mais quand même tous les gens qui vont en Europe, la plupart du temps, ils ont au moins un budget de 500 000 francs. Ça c'est clair. Alors vous avez gardé la constance en vous, vous avez gardé en vous en tout cas la rigueur. Alors nous qui sommes jeunes, qui ont envie en tout cas d'échelonner. Alors par où on va passer, par vos secrets? Qu'est-ce que vous allez dire par vos secrets? Ouais, donc non, le secret, il n'y a pas de grand secret, c'est le travail payant. Okay. Et la chance. Parce que tout le monde ne peut pas être un patron. Ça, c'est naturellement, c'est la nature qui est comme ça. Il faut que certaines personnes acceptent de travailler pour d'autres personnes. C'est ça. Tout le monde ne peut pas être un patron, tout le monde ne peut pas être un boss, tout le monde ne peut pas être propriétaire d'une entreprise. Mais il faut qu'il y ait des pions qui sont les boss, ou bien qui sont les patrons, ou bien qui sont les propriétaires d'entreprise, qui acceptent de partager ce qu'ils ont avec la masse. C'est ça. Maintenant, cette masse aussi doit avoir le courage et l'endurance et la capacité de pouvoir assister ce chef d'entreprise pour que cette entreprise puisse fleurir. Parce que si elle fleurit, eux aussi ils vont fleurir. Ils vont gagner quelque chose et ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Mais ce n'est pas que, ouais, je rentre dans une entreprise, j'ai mon salaire, donc je suis là juste un temps, laps de temps, je tape ce que j'ai à taper, après je pars ailleurs. L'entreprise elle ferme, le boss il meurt, mais l'employé lui il sera enterré avant que le boss il meure. C'est ça quoi. Donc quand tu es dans une entreprise, il faut la prendre comme si c'est pour toi. Même si le boss, oui, peut-être parfois, oui, peut-être il ne paye pas bien le salaire et tout ça. Mais parfois aussi, il ne faut pas savoir, la personne ne peut pas comprendre les charges de l'entreprise tant que tu n'es pas le boss, tant que tu n'es pas le propriétaire de l'entreprise. Donc tant que les conditions de travail sont respectées, les conditions de salaire sont respectées, je demanderai aux jeunes aussi, ou bien à toutes les personnes de pouvoir se donner à leur fond pour préserver cette entreprise. Parce que quand cette entreprise-là marche, ça va donner le courage à M. Mbalo de faire quelque chose comme ça. Mais s'il n'y a que des échecs, tout le monde aura peur d'investir. Donc si je fais un projet, il ne marche pas, quelqu'un qui avait même une idée, il va dire pourquoi ça ne va pas marcher pour Amadou, donc moi je ne vais pas le faire. Mais si je le fais et que ça marche, une personne B va copier, C va copier et ça va permettre à aider à beaucoup de gens de pouvoir trouver des ressources pour vivre. Dans vos paroles, nous avons senti en tout cas, vous avez conservé les valeurs. Même là, lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on est en tout cas en période de salutation, vous avez en tout cas ramené en tout cas, à nos valeurs de langue, langue maternelle, langue paternelle. En tout cas, vous avez parlé de plat. Et vous conservez cette valeur-là. Qu'est-ce qui explique en tout cas cette beauté en vous? Ouais, donc c'est ça, d'abord la base, la fondation. Avant tout, c'est ce qui importe. Même quand on fait une maison, il faut creuser d'abord, faire une bonne fondation. Si on va faire beaucoup d'étages, il faut faire une bonne fondation. Et si je trouve quelqu'un qui oublie cette fondation, après un jour, tu auras des problèmes. Et quand il y a des problèmes, tu ne peux pas retourner à la source. Donc c'est pour cela, moi, j'aime mon terroir, j'aime ce que je suis, j'aime ma langue. Lorsque je suis arrivé au Maroc, on m'appelait Boy Poulo. Parce que moi, je ne parlais pas Wolof. J'ai quitté Kolda, je suis parti directement au Maroc. Donc je suis arrivé là-bas, les gens me disaient Boy Poulo parce que je ne pouvais pas parler Wolof. Donc avant-hier, j'ai rencontré un ami, il m'a dit Boy Poulo. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc c'est ça, c'est pas le problème, il ne faut pas avoir de complexe de ce que tu es. Que tu sois Peul, que tu sois Wolof, que tu sois Diola ou truc, il faut accepter ce que tu es et prendre les valeurs qui sont très importantes de cette ethnie et les partager avec les autres et vivre aussi en harmonie avec tout le monde. Donc maintenant j'ai appris le Wolof, je parle très bien le Wolof. Maintenant je parle très bien le Wolof. Même mes sœurs me disent que maintenant tu comprends bien le Wolof. Je dis oui, maintenant je suis à Dakar, je parle très bien le Wolof. Donc c'est comme ça. Mais le Peul,
À ma maison, chez moi, je parle peu, avec ma famille, je parle peu. Alors, vous qui êtes en tout cas chef d'entreprise, en tout cas dans ces mois de pandémie, comment vous l'avez vécu? En tout cas, c'est des moments qui ont été très difficiles. Oui, c'était dur et c'est dur jusqu'à présent. Okay. Avant, c'était dur lorsque ça a commencé, mais maintenant, c'est plus dur parce que toutes les ressources et les économies que les gens avaient, parce que quand ils étaient un chef d'entreprise, au moins, quand la pandémie a commencé, c'est l'arrêt peut-être de beaucoup d'activités. Mais peut-être on avait des économies qui nous permettaient d'aller un peu en avant. Mais vu que ça a duré tout le monde, je suis dans le commerce international, donc ça a attaqué tout le monde en même temps. Donc il y a eu un problème de supply chain. Donc dans tout le monde, donc actuellement il y a beaucoup de difficultés. Et c'est maintenant que moi je suis en train de sentir vraiment l'effet de la pandémie, quoi. Donc les ressources qui étaient réservées pour des économies ont tous été utilisées et il n'y a pas eu de ressources qui renouvellent ces économies. Donc actuellement nous sommes arrivés à un moment où c'est dur. Mais comme que c'est pour tout le monde, donc il ne faut pas pleurer. Parce que ce n'est pas venu pour une seule personne. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'émission Premier Contact, nous sommes en premier contact avec M. Amadou Diallo, en tout cas un digne fils de Florou, en tout cas qui nous a fait le plaisir de nous recevoir dans son bureau, dans ses locaux. Alors l'entreprise, vous travaillez dans quoi? Vous êtes dans... Donc je suis dans le commerce international, donc tout ce qui est import-export. Donc on essaie d'importer des produits, vu mon entreprise en Chine, donc c'est ce que j'ai fait en Chine. Donc de la Chine, j'assiste beaucoup d'Africains pour exporter leurs produits dans leur pays. Par exemple, Sénégal, Libéria, Togo et tout ça. Donc cette entreprise, elle est fonctionnelle. C'est cette entreprise qui a donné naissance aux entreprises qui sont au Sénégal. Okay. Donc je suis là, mais je manage toujours l'entreprise qui est là-bas, vu les nouvelles technologies. Donc je suis toujours en contact avec des gens qui sont là-bas. Il y a mon petit frère aussi qui est là-bas. Donc on fait import-export. Ici au Sénégal aussi, on est dans la distribution de produits. Ici aussi dans beaucoup de choses, donc que nous n'allons pas dire, mais quand même nous sommes dans beaucoup de choses. L'essentiel, nous sommes dans les affaires, on fait le commerce général, et puis aussi on est dans les projets, donc dans beaucoup de choses. Et à Kolda aussi, nous avons des business là-bas, aussi, donc à Kolda ville même, donc c'est ça, on est dans les affaires. Dans les affaires. Voilà, donc c'est ça en fait. Hein. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que vous êtes un homme modèle que nous allons en tout cas montrer à la génération qui vont certainement prendre le flambeau. Alors c'est bien dit, hein, c'est bien cadré dans le débat. Alors dites-nous un peu par rapport au conseil, par rapport à ce que nous allons en tout cas vouloir entendre en tant que jeune. Oui, donc le conseil c'est juste que moi je remercie le bon Dieu. Vraiment, je remercie mes parents. Parce que c'est grâce à eux, grâce à Dieu et grâce à mes parents que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc ils m'ont éduqué avec rien. Vraiment, c'était très dur, mais ils sont armés de courage pour nous mettre dans l'école et nous inculquer, comment ça s'appelle, d'être digne et d'être très courageux. De savoir qu'il n'y a que Dieu qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Et nous sommes là pour une mission. Notre mission, c'est de travailler, de se servir et servir la société. Et un jour, quand nous ne serons pas là demain, que les gens se rappellent de nous dans le bon sens. Donc, nous remercions aussi la société, parce que l'entourage aussi, c'est ça qui fait l'homme. Donc, si aujourd'hui je suis arrivé à ce niveau-là, il y a aussi les gens qui sont autour de moi, qui m'ont accompagné, mes tuteurs, partout où je suis passé, et les gens aussi qui ont eu à m'aider. Tout ça, c'est la base de chez nous. Et je sais que ces valeurs existent toujours. Mais quand même, ce que je demanderais aux jeunes, peut-être plus petits que moi, peut-être je vais parler, ils vont dire peut-être le grand, il a dit des choses, mais quand même, si ça ne plairait pas à quelques personnes, et je vais le dire, l'essentiel, c'est de s'armer de courage et d'être patient. La patience, c'est ce qui paye. Quand on est pressé parfois, on fait des erreurs. Et s'armer de courage, persévérer et être digne. Travailler pour gagner sa vie. Travailler pour avoir le sutura. Donc, quand il y a le sutura dans ce monde-là, il n'y a pas ce que tu n'en as pas. Et puis, être digne, ça veut dire ne pas voler, ne pas mentir pour de l'argent, ne pas faire des bêtises pour de l'argent. Vivre sur sa sueur, sur le sueur de son front. Donc, moi, ce sont mes valeurs. Et savoir aussi que ce Sénégal-là nous appartient tous. L'Afrique nous appartient tous. Nous sommes nés ici. Si ce n'est pas nous qui travaillons ici, personne ne travaillera ici.
ce que nous avons, nous devons l'investir ici. Essayer de rendre ici bien à vivre, joli, et demain, même si nous ne serons pas là, mais les générations qui viendront demain, qu'ils s'épanouissent. Donc si aujourd'hui les Européens et les Américains ils sont arrivés à où ils sont, il y a eu des sacrifices avant. Donc nous devons faire ce genre de sacrifices. Donc c'est ça quoi, il faut s'armer de courage, travailler, travailler et travailler. Oui, je voudrais juste rajouter aussi que je vous remercie, Trace Art. Donc c'est mon premier interview. Donc ça c'est mon premier interview, je n'ai jamais accepté. J'espère que je n'aurai pas dit des choses qui ne vont pas plaire aux gens. Et j'espère que aussi votre chaîne, Trace Art, vous allez partir en avant, que Dieu vous assiste. Et armez-vous de courage et sachez que toute chose commence petit, mais s'il est bien encadré, bien, comment ça s'appelle, si on s'occupe bien de ça, on met tous les moyens qu'il faut dans l'expérience, le temps. Donc Dieu fera que demain, que ça soit un gros truc. Donc je vous remercie aussi pour votre visite. Et puis j'espère que ce que nous avons discuté ici va inspirer peut-être d'autres personnes demain dans le bien. Donc c'est ça, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup M. Diallo. En tout cas, vous avez constaté, vous avez entendu, il a bien cerné le débat en tant que grand frère, mais en tant que modèle aussi. Et vous rappelez que l'aventure va continuer pour d'autres fils de Kolda que nous allons en tout cas rencontrer dans l'émission Premier Contact. Que ce sera un grand plaisir en tout cas que vous faites en tout cas connaissance à ces messieurs qui sont en tout cas qui sont au niveau central. Je ne dis même pas Kolda, mais c'est au niveau central du Sénégal parce qu'ils sont devenus des pièces maîtresses du Sénégal. En tout cas, ils tiennent le Sénégal en deux mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci à tout le monde. Okay, merci beaucoup.